Tout d'abord, enchanté, Alors, enchanté et merci. j'insiste une chose, votre écran, il n'est pas en mode plein écran. Alors, je ne sais pas si ça vient, c'est-à-dire qu'on voit également tous les autres participants. Alors, à mon avis, il faut cliquer sur ma partie et je passerai en full screen. Ah, Flavien, il faudrait que tu coupes ta caméra, s'il te plaît. Oui, de logo, c'est normal. Je pense qu'on ne voit pas votre présentation. Voilà, c'est parfait. C'est à vous. C'est bon? Allez, top. Bon. Alors, tout d'abord, merci à Doc de nous permettre de faire ce webinaire sur les e-salons. La caméra est verte, je vais juste la relancer. Hop. Merci de nous faire confiance sur cette partie-là. Je vais le lancer totalement. Vous allez voir que le monde du digital peut faire un peu de ses siennes de temps en temps. Mais on va relancer ça de suite et ça va le faire. Tac. Et tac. Normalement, là, on est bon. Est-ce que vous voyez l'écran vert ou pas? C'est parfait, là, vous pouvez y aller. C'est bon? Allez, top. Alors, je vais me présenter très rapidement, parce qu'après, on va passer au sujet directement. Donc, je suis Julien Clermont, je suis cofondateur de la société NTWU, spécialisée dans le monde de l'entertainment e-sport. Donc, ça va être tout ce qui va être lié à la compétition de jeux vidéo, mais on touche également à un peu toutes les nouvelles technologies, parce qu'on baigne dedans depuis des années et des années. Nous, notre but, c'est concrètement de accompagner nos clients à communiquer autrement pour toucher la cible des millennials, donc les 15-35 ans, qui consomment d'une façon assez différente. Je vois que c'est faux pour certaines personnes, ne serait pas la connexion. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est flou ou pas. N'hésitez pas à le dire. D'où non, parfait. Bon, alors Julien, si vous avez des problèmes, Julien, je vous propose, vous déroulez et nous, on va gérer les questions. ouais, Et ça marche. je vous interpelle s'il y a le moindre souci Allez, ça technique marche. ou plus général. C'est normal, hein, si des fois ça peut être flou ou autre, c'est peut-être des sauts de connexion des différents points, qui sera aussi un des points faibles qu'on verra plus tard. Donc voilà, en gros, expert dans ce monde digital. Et du coup, on va essayer pendant cette heure de voir un peu le tour des e-salons et sans entrer non plus dans les détails, ça pourrait durer des heures, mais voilà, faire le point là-dessus. On va faire un petit point sur le programme de cette heure, avec une petite introduction actuelle que tout le monde connaît. Nous-mêmes, on est très touchés par le contexte actuel. On va aborder les différents types de e-salons avec les webinars, les salons virtuels, les salons hybrides, notion très importante. Dans un second temps, on va voir comment préparer son e-salon avec les différents outils mis à disposition et surtout l'importance des tests et de la formation en amont. Et on finira par l'avenir des e-salons, voir un peu les avantages, les inconvénients, mettre aussi en avant le fait éco-responsable et surtout on va dire le post-Covid, la suite, essayer de voir un peu plus loin pour savoir est-ce que au final ce genre de salon peut, 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 peut continuer à survivre. Donc normalement, elle devait me voir. On va commencer par une petite introduction. C'est vrai qu'on a été très affecté par la crise sanitaire qui a condamné les salons brassant des milliers de personnes. Les secteurs d'événementiel doivent faire une certaine mue en accéléré, en misant beaucoup plus sur le virtuel et les formats hybrides. Dans le monde entier, les restrictions sanitaires ont entraîné des annulations et des reports en cascade pour les foires, les salons.
On peut en citer plein, le salon de l'auto, l'Euro de foot, l'E3 qui est le plus grand salon de jeux vidéo. Du coup, nous, on est très touchés là-dessus. Les JO, enfin rien que ça, c'est assez fou. Et une certaine incertitude liée au Covid-19 qui perdure. Certains gros événements prévus au second semestre 2020, voire 2021, sont déjà déprogrammés ou doivent s'adapter. L'automobile, le tourisme, la technologie, le design, la littérature, toute l'industrie des salons, congrès, expositions a dû en l'espace de quelques mois redéfinir un peu sa manière de fonctionner. Pablo Naclé-Cerruti, d'ailleurs le directeur général de Viparis, dit qu'il s'agit désormais d'accélérer la connectivité et la flexibilité. Ces lieux doivent accueillir toutes les formes d'événements possibles en s'adaptant à la demande au jour le jour. Tous les salons peuvent-ils basculer vers le numérique? Une réaction rapide de la part des créateurs d'événements a été nécessaire. Et s'est matérialisée après le choc par l'apparition que ce soit par les webinaires, visioconférences qui ont vraiment connu un gros succès alors que c'était déjà existant en amont. Car quasi tous les participants possèdent une webcam, un micro et surtout dans le contexte du télétravail, un peu tout le monde était équipé. La question c'est 2020, est-ce l'apogée des e-salons? C'est ce qu'on va voir dans l'heure qui suit. Je vais surtout vous proposer de participer parce que ça va être assez intéressant de voir vos avis. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un petit lien dans le chat que vous avez à droite, donc l'endroit où tout le monde discute. Je vais vous mettre le premier lien afin de savoir un peu. Hop. Si déjà les salons, est-ce que vous avez déjà participé que ce soit des webinaires au final, ce qu'on vit actuellement, mais plus des salons qui sont transformés en salons virtuels. Est-ce que vous aimeriez y participer? Est-ce que vous êtes juste curieux? C'est pour ça que vous êtes là. Ou est-ce que vous êtes sceptique? C'est possible aussi. C'est possible aussi que ce côté virtuel ne plaise pas. Et on verra plus tard qu'il peut y avoir une cassure aussi entre les générations. Donc on fera un point d'ici quelques minutes. On fera, je pense, les questions-réponses à la fin parce que le chat va être floudé comme on dit sinon. Mais on fera des questions-réponses à la fin. Pour introduire le sujet, je vais commencer par vous présenter les différents types d'e-salons qui existent avec des exemples concrets, des initiatives prises par des organisateurs qui voulaient trouver une solution afin de vivre leur événement qui ne devait pas avoir lieu à cause des restrictions sanitaires. Nous allons parler des webinars, ce que vous êtes en train de vivre au final à l'instant, depuis votre bureau, votre canapé ou peut-être un transat pour les plus chanceux. On va également parler des salons virtuels qui nous permettent de nous projeter dans un monde en 3 dimensions carrément. Et c'est une véritable gamification de la notion de salon. Et au final, nous parlerons d'un format qui séduit de plus en plus, qu'on a pu découvrir après ce déconfinement qu'on a vécu, sont les salons hybrides. Hop, petite transition. On va parler du coup des différents types de e-salons. On va commencer par les webinars. Donc les webinars, ça va être au final le format qui vous parlera le plus, parce qu'il est déjà bien en place avant la crise que nous avons connue. Je pense qu'on a tous suivi au moins un webinar avant cette période et son utilité lors du confinement a vraiment été confirmée et adaptée à la situation. Tout d'abord, question, pourquoi organiser un webinar? Il faut le faire dans certaines conditions et dans un certain but. Est-ce que le format de webinar est adapté à toutes les entreprises? Je pense que nous pouvons dire que c'est le cas, que c'est un format que toutes les entreprises peuvent adopter sous certaines conditions. A contrario, cela n'a pas de réel intérêt pour, par exemple, les entreprises B2C. Ce sera plus pour adapter vraiment parfaitement pour réaliser du B2B, que ce soit pour la communication interne ou externe. B2C, hors communication interne, pour de la formation par exemple, ça n'a pas de réel intérêt. Ça s'explique par le fait que le cœur de cible des acteurs B2C, le consommateur, le client, reste beaucoup plus attiré par du contenu
percutant, adapté, comme la publicité, un article de journal, une vidéo YouTube, et j'en passe. Il faut préciser qu'un webinaire est un format très intéressant, intéressant par son caractère engageant et immersif. Pour celles et ceux qui assistent, il y a un aspect humain au final qui permet de capter l'attention du participant, à la différence de lecture d'un article. Il y a la possibilité d'acquérir une connaissance à distance en pouvant interagir en direct au final avec la personne qui vous partage son savoir. On dit souvent qu'un webinar doit pouvoir permettre d'atteindre au moins 5 objectifs. Excusez-moi. Le premier objectif, c'est éduquer votre audience. On parle de ce transfert de savoir. Comme je viens de vous le dire, c'est un super format pour un expert afin de partager ce savoir, une connaissance à un grand nombre de personnes. Au final, se rapproche fortement de certaines formations qui utilisent un fonctionnement en home office. Les cours sont donnés en direct et en online. Si l'intervenant ne fait pas forcément attention au chat, aux interventions dans la petite colonne que vous avez à droite, il existe bien souvent une phase de questions-réponses à la fin, aspect important, car malgré une présence physique absente sur ce genre de format, l'interaction reste pourtant bien présente. Deuxième objectif, présenter vos produits ou vos services. Tout comme une keynote, vous pouvez utiliser le webinar comme support de communication afin de présenter votre dernier produit, une mise à jour de votre application ou un nouveau service que vous proposez. Je maintiens tout de même que ce format reste pertinent pour du B2B, ce format étant moins évolué et attractif qu'une keynote comme on l'entend. Je pense à Apple, dont les keynotes sont attendues telle la Coupe du Monde par tous les fanatiques d'Apple, mais c'est quand même un cas très particulier. Troisième objectif, générer des leads de qualité. J'attends pour cela que c'est un excellent moyen pour vous de générer des nouveaux clients qualifiés et intéressés par le sujet que vous abordez. En ce moment même, il est possible que parmi vous, certaines personnes soient intéressées pour participer et communiquer via un e-salon, que ce soit en créer un ou y exposer. Sachez qu'un TW, par exemple, est en capacité de vous accompagner. Au final, c'est pas du tout mon intérêt principal de parler de ça, mais si vous êtes là, ça veut dire que le sujet vous intéresse. Il est possible que cela découle sur des discussions, voire même des projets qu'on co-crée ensemble. C'est en ce sens que je parle de leads qualifiés. Bien évidemment, cela sera la seule micro-pub que je ferai pour NTWU, parce que ça peut être le problème de certains webinars où on a l'impression de suivre une pub pendant 1 heure et le format perd un peu de son sens et on va se sentir un peu lésé par le message qui est passé. Quatrième objectif, fidéliser une audience. Il est possible de réaliser des webinars et d'inviter ses clients et ses prospects. Ce format est un bon moyen afin d'augmenter votre capital sympathie auprès d'eux. Vous partagez votre savoir et un moment particulier avec eux. Cela permet de tisser un nouveau lien plus personnel et surtout plus humain. Cela donc peut être plus pour vraiment consolider votre clientèle et voilà, leur apporter quelque chose en plus, quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas au final. Dernier objectif, organiser des formations en interne. Je vous parlais de partage savoir et de moments humains. Le webinaire est un excellent format de communication pour former vos équipes. Cela est souvent moins contraignant qu'un séminaire d'entreprise classique. Surtout en ce moment, et peut-être vraiment intéressant pour des entreprises qui opèrent dans plusieurs villes au final. Le côté online règle pas mal de problèmes. Naturellement, rien ne peut remplacer la proximité d'un rassemblement physique, mais c'est un très bon compromis. Un autre point important avec ces webinaires, c'est que au final, plutôt qu'organiser un rendez-vous physique, un événement, un show, vous pouvez passer plus de temps à travailler sur le contenu que vous allez mettre en avant. Parce qu'au final, il reste qu'une présentation et il n'y a pas besoin de se soucier. Or, les problèmes techniques, la technique à mettre en place, on abordera ça un peu plus tard, vous pouvez quand même passer énormément de temps à mettre en avant votre message. Le budget et le temps nécessaire pour organiser un webinaire étant bien inférieur à celui d'un événement physique, cela signifie que vous pouvez prendre le temps de créer vraiment une présentation soignée et d'essayer d'innover un peu.
Vous pouvez vulgariser, expliciter des notions quand vous vous adressez à des personnes qui sont pas familières avec votre domaine. Ça va être un peu le cas là, je ne vais pas rentrer dans des termes très techniques, mais il est possible de rentrer dans des détails super techniques et de parler de techniques pures et dures pour des présentations en interne, des formations, ou quand vous vous adressez à des personnes qualifiées de votre domaine. Au final, ce format est extrêmement souple et permet de créer un contenu de tout type. Maintenant, on va aborder un autre type de e-salon qui va pousser un peu son appellation à son paroxysme. Ça va être les salons virtuels. Là, on change totalement de monde. On vient un peu dans le monde du jeu vidéo. On va commencer par une petite définition. Le salon virtuel, c'est une plateforme en ligne qui permet de visiter un salon de façon virtuelle, comme si on était physiquement. Le but est vraiment de reproduire, grâce à la nouvelle technologie, les sensations et les codes d'un salon classique. C'est un peu comme une simulation de salon en online. Tout comme les salons physiques, le salon virtuel vise à réunir un grand nombre d'exposants, de visiteurs, d'un secteur et d'activités. Les deux grandes différences sont que le salon virtuel peuvent n'avoir aucune barrière horaire. C'est-à-dire qu'on peut s'y connecter à n'importe quelle heure et ça peut être pratique si on a un salon international avec les différents fuseaux horaires. Et les professionnels vont pouvoir faire des rencontres B2B sans se déplacer. Mais on verra, ça c'est un très très gros avantage. Je vais répondre tout de suite à une question qui va sûrement être posée ou que vous posiez. Est-ce qu'un salon virtuel permet de remplacer un événement physique annulé ou reporté? J'ai envie de dire la réponse est non. Chacun a ses spécificités, ses qualités et ses défauts. Mais ce n'est pas la même chose entre un événement physique et un événement 100% virtuel. Attention, je ne dis pas que l'événement virtuel est moins bien. Il est différent et d'ailleurs il s'est trouvé bien pratique lorsque nous étions tous confinés pendant plusieurs semaines. Ça nous permettait d'avoir encore un certain lien. Durant cette période, nous avons vu que la plupart des personnes souhaitaient sortir, aller faire du jogging alors que jamais auparavant elles n'avaient couru. Il existait une certaine volonté de contact et c'est en ça que le salon virtuel avait vraiment trouvé une pertinence sur cette période-là. Qu'il soit physique ou visuel, beaucoup d'entre vous ont dû passer des heures en visio avec des amis ou de la famille. Cet événement a permis une certaine continuité, une possibilité de pouvoir voir et échanger à l'extérieur tout en restant chez soi. Pour cela, les organisateurs essayent de maintenir la plupart des objectifs attendus par leur exposant et intervenant. Le plus simple restant tout de même les conférences pour essayer de retranscrire un événement physique en virtuel. C'est vrai que le fait de maintenir la conférence restera le plus simple. Il est possible de conserver tout ce qui a été un peu organisé en réorganisant les plannings, en conservant les intervenants qui peuvent réaliser des présentations depuis chez eux au final. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il suffit d'une bonne connexion Internet, et encore ça peut se faire avec un téléphone portable, une webcam, un micro, voilà. Il existe même des modèles économiques rentables pour financer ce type de conférences, les faire financer par les conférenciers qui ont un échange avec une certaine visibilité. On retrouve la notion de leads qualifiés justement, ou bien même les financer par les visiteurs en monétisant les VOD des conférences. Ça peut se faire sur des grosses conférences. Au final, les personnes qui interviennent sont tellement qualifiées que on est prêt à payer pour voir ce qu'il avait à dire. Il est vrai que cela sera beaucoup moins simple pour un exposant ayant acheté un emplacement pour y poser un stand. L'événement se transformant en salon virtuel, il faut user d'ingéniosité pour pouvoir mettre en avant son produit. Si sur un logiciel, une application, il est toujours possible de réaliser un webinar permettant de mettre en avant notre produit. Cependant, pour un objet physique, il sera toujours plus intéressant de créer un contenu vidéo travaillé, dynamique, des tests de son produit, mais il sera impossible de le faire tester sur place. On pourra toujours créer le stand en 3D, mais ça va être assez compliqué quand même de retrouver cet aspect de contact et de test. Autre point qui peut porter à débat, c'est la partie networking. Beaucoup de personnes vont attester qu'il est impossible de retrouver des rencontres et des échanges comme sur un salon physique. Donc c'est une histoire de génération, comme je disais tout à l'heure.
La cible des millennials, les 15-35 ans ont grandi avec internet, avec des outils comme MSN, les blogs, Facebook, Twitter et j'en passe. Une bonne partie jouent aux jeux vidéo en ligne, ils font des rencontres en online. C'est quelque chose qui est assez, qui est assez qui est assez quotidien pour eux, quoi. Pour ces personnes-là, il sera assez naturel d'échanger avec une autre personne lors d'un salon virtuel, que cela soit en vocal ou même en textuel. Je dis pas que le fait de se retrouver physiquement en face d'une personne afin d'échanger est mieux ou moins bien. Il est important d'avoir un réel contact avec son interlocuteur. La relation avec un prospect, un client ou un collaborateur est toujours différente après avoir effectué une première rencontre en réel. Cependant, il n'est pas impossible de réaliser un networking de qualité lors d'un salon virtuel. Pour imaginer un peu plus ce qu'est un événement virtuel, parce que je vous en parle depuis quelques minutes, je vais vous montrer plusieurs projets qui ont vu le jour cette année et qui ont utilisé différentes techniques. Euh, hop. On va commencer par un événement qui peut-être vous parle. C'est l'événement qui se nomme le Laval Virtuel 2020. Ça ressemble vraiment à un jeu vidéo. Comme vous pouvez le voir, pour participer à cet événement, vous devez créer un avatar, donc un personnage qui vous ressemble, ou pas au final. Et vous pouvez parcourir l'événement comme si ce dernier était un événement physique. Il faut savoir qu'il y a 11 000 personnes provenant de 110 pays qui se sont inscrites à cette édition 100% virtuelle, qui s'est autoproclamé premier événement au monde dédié aux technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il a eu lieu le 22 et 24 avril 2020, en plein confinement au final français. Le directeur général du salon, Laurent Chrétien, a dit, je cite, les événements internationaux vont devoir muter volontairement et subir les mutations imposées par les innovations expérientielles, comme celles que nous vivons depuis 3 jours dans Laval Virtual World. Ces innovations expérientielles sont elles-mêmes provoquées d'un côté par les évolutions technologiques et d'un autre par la nouvelle ingénierie de conception que ces technologies autorisent. Nous entrons à compter d'aujourd'hui dans une nouvelle ère de l'organisation de l'événement, l'ère des mélanges créatifs et inattendus que le réel et le virtuel conjointement vont susciter, et pas seulement dans le domaine des événements. Pour appuyer ces propos, il faut savoir que les prévisions des analystes pour le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, donc réalité virtuelle, c'est quand on a un casque immergé d'un monde en 3D, et la réalité augmentée, c'est quand il y a un élément justement en 3D qui est superposé au monde réel. Donc avant la crise du Covid, ce marché était estimé à plus de 600 milliards d'euros à l'horizon 2025. Ces technologies peuvent permettre à l'heure actuelle de générer du contenu pour des secteurs d'activité tels le tourisme, la culture, l'événementiel, bien sûr, et j'en passe. Cela malgré la crise que nous connaissons. Euh, Vous me direz que tout le monde n'a pas le matériel adéquat afin de pouvoir profiter de ce contenu depuis chez soi, mais pourtant c'est le cas. Vous avez sûrement tous un smartphone et c'est un outil extraordinaire pour consommer justement ce genre de contenu 360, réalité augmentée, réalité virtuelle. Il faut savoir que Laurent Chrétien ajoute tout de même que la virtualisation n'est pas une fin en soi, mais une réponse puissante au moment douloureux que nous vivons. Il permet de garder un lien, notre lien, dans des conditions proches de la réalité. Donc, pour lui, il parle vraiment peut-être d'une solution tampon, la solution de l'événement virtuel. Je reprécise bien de l'événement immersif en 3D où au final on fait partie d'un jeu vidéo où on est immergé complètement dans un monde 3D. Euh, c'est vrai qu'au final, c'est peut-être la solution au moment où on a connu ce confinement, mais on a du mal à avoir une suite sur le post-Covid. Voilà, à l'heure actuelle, on va voir qu'il y a d'autres possibilités qui mélangent un peu ce qu'on vient de voir. Mais à part en se réinventant, je sais pas si vous connaissez le jeu Minecraft par exemple, et faire des conférences dans des vrais jeux, ou alors faire des OP comme sur Fortnite avec Travis Scott, ou qui ont fait des concerts en online. À part des coups de buzz pareil, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à maintenir le 100% virtuel.
Il y a d'autres formats qui ont été utilisés par exemple Volkswagen avec la réalisation d'un stand virtuel que vous pouvez visiter pendant 2 semaines. Il a été mis en place parce que le salon de l'auto avait été annulé et et ça permettait en gros d'avoir une certaine continuité, une possibilité offerte d'observer les véhicules sous tous les angles et même de pouvoir changer de couleur, de configuration de certains éléments clés de la voiture. C'est quelque chose qui reste quand même super intéressant et qui peut potentiellement plaire encore à l'heure actuelle parce que il y a un côté assez immersif pardon, et côté personnalisable des éléments qu'on souhaite acheter peut être super intéressant. Nous pouvons aussi aborder le Virtual Boat Show, qui est au final lié au virtuel. C'était un événement où une marque de bateau avait voulu mettre en avant ces nouveaux modèles et ils ont eu l'idée de faire des visites 360 sur un ponton en 3D, comme une visite Street View au final, une visite Google My Business que vous utilisez peut-être déjà. Voilà, c'était quelque chose d'assez simple mais de pertinent et ils avaient proposé en même temps des interventions physiques retransmises en direct. Et ça, c'est une transition toute trouvée pour parler justement des salons hybrides. Au final, les salons hybrides permettent de prendre le meilleur du virtuel et du physique et de créer un événement permettant de maintenir la rencontre physique tout en développant le digital pour pallier aux contraintes sanitaires actuelles. Euh, Ce type d'événement a réellement vu le jour après le déconfinement, justement, dans un contexte sanitaire très particulier. Le monde événementiel pensait pouvoir reprendre une vie normale dès septembre 2020. Force est de constater que ce n'est pas le cas et nous savons désormais que, que le primordial est de s'adapter. On parle désormais d'expérience digitale, un mélange de physique et de digital. Ce dernier d'ailleurs n'est plus là pour remplacer l'événement physique, mais au contraire pour l'améliorer, le perfectionner. La force du online reste sa force de frappe. Il est possible de générer une portée assez impressionnante car toute frontière n'est plus. Tout problème de transport, de planning, d'hébergement est réduit. N'importe qui peut participer à votre événement depuis n'importe où dans le monde. Seule limite, la connexion Internet. Toute la population n'a pas un accès décent à Internet. Tout de même, en parlant de B2B, je pense que cette limite est plutôt faible. Elle peut limiter l'expérience, mais on peut quand même participer à ce genre d'événement. Et au final, il est même possible de participer depuis un smartphone. Euh, pour parler de ce format, je vais vous montrer différents types d'événements hybrides. Il y en a un qui a fait beaucoup parler de lui. Je pense au Big, le salon de BPI France, qui a eu lieu semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le BPI France InnoGénération organisé par BPI France. C'est le plus grand rassemblement business d'Europe qui rassemble chaque année plus de 45 000 professionnels se retrouvant à l'Accor Arena de Paris. Cette année, l'événement célébrait le renouveau avec un programme riche de 1000 intervenants, 400 ateliers et conférences. C'était un réel mélange de conférences, webinars, networking digital et physique. Au final, ils annoncent plus de 18 millions de personnes touchées par le digital play et les replays. 6 000 personnes physiques au total sur la journée et 16 000 échanges digitaux, rendez-vous business. C'est des stats assez folles dans une volonté de maintenir cet événement majeur et une date phare dans le monde de l'entrepreneuriat. Un second événement qui a essayé d'innover aussi et de maintenir sa présence et le IFIS Festival. Ça a eu lieu le 9 juillet au 20 septembre. Je ne sais pas du tout si vous connaissez le FIS, s'il y a des gens de Montpellier, mais c'est un salon énormissime dans le monde du sport extrême. Et ils ont créé un événement
en online. Sur le papier, ça paraissait assez compliqué de faire un événement voilà, avec des riders, avec des compétitions en online. Et pourtant, face à cette situation, et en attendant le fils de Montpellier de l'année prochaine, ils sont adaptés et ont voulu maintenir cette édition 2020. C'est un défi unique et inédit à la hauteur de celui de réunir tous les ans 600 000 spectateurs au centre de Montpellier pour célébrer le sport extrême. Pour vous expliquer le format, dans chacun des sports, donc BMX, skateboard, roller, breaking, parcours, scooter, wakeboard, des athlètes pros et amateurs se sont affrontés dans une compétition en vidéo, en ligne, et la plateforme a été créée pour l'occasion, et tout ça a eu lieu jusqu'au 20 septembre, donc ils ont mis plusieurs mois à mettre cela. En gros, les riders postaient leurs vidéos. Et après, il y avait un système de vote et de jury qui faisait avancer les personnes dans le bracket, dans le tournoi, jusqu'à au final avoir une finale et décider du grand vainqueur. C'était quelque chose qui a jamais été vu et qui a super bien fonctionné. Pour créer de l'animation, l'événement a enchaîné des lives avec des riders, DJ, des artistes pour continuer de faire vivre la communauté du festival. Euh, et c'est quelque chose d'assez audacieux et qui colle bien au final à leur image. Il existe d'autres événements hybrides. Il y en a de plus en plus dans plein de domaines différents. Par exemple, dans l'e-sport, il y a eu l'Occitanie e-sport il y a quelques jours où les compétitions se sont déroulées en online et l'événement physique, on va dire le plateau TV, était dans une salle à Montpellier avec toute une réalisation, avec des invités, etc., etc. Il y a aussi le plus grand show dédié à l'AUT qui est le SIDO, qui a eu lieu et qui a aussi fait des choses en hybride, c'est-à-dire du networking sur place, des conférences, des webconférences. Au final, un mélange de ces deux mondes. Euh, Avant d'aborder la suite de la présentation, je vais aller voir un peu les réponses au premier sondage. On va aller voir si vous avez répondu. C'est assez partagé. C'est assez partagé. Est-ce que je peux vous le mettre? Je pense que oui. Hop, nickel. Alors regardez, en gros, on a un 36% de j'y ai déjà participé, un 27% de j'aimerais y participer, 27% aussi de je suis curieux et que 9% de je suis sceptique. J'avais un peu peur sur cette partie-là, mais au final, vous êtes plutôt intéressé et bon, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Mais c'est assez intéressant, c'est assez homogène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au second sondage. Hop, petite transition. Quel format préférez-vous? J'entends ça dans le sens de quel format vous attire le plus après avoir un peu discuté de ces formats. Donc, est-ce que vous préférez le webinar, le salon virtuel 3D vous intéresse, le salon virtuel VR vous intéresse, ou alors le salon hybride? J'ai un peu donné mon avis moi déjà. Je vous envoie le lien dans le chat. Pensez à cliquer dessus, ça va vous ouvrir un onglet en fait. Hop. Et vous pouvez voter directement sur ce petit site. C'est super simple à utiliser. Maintenant que nous avons abordé les différents types de salons, un peu de rentrer dans les détails, mais sans trop, on va se poser une autre question, c'est comment préparer ce salon. On va voir d'ici quelques minutes déjà les réponses au sondage, excusez-moi. Donc pour cela, on va voir les différents outils existants selon le type de salon choisi, puisqu'au final, chaque type de salon, de e-salon, a ses propres outils.
plus ou moins adapté. Ça dépend vraiment de la volonté mise dans le projet. Et après, on va aussi aborder l'importance de la phase pré-événement qui n'est absolument pas à négliger. Petite transition. Alors, on va parler des outils. On va parler en premier lieu des webinars, des outils pour le webinar. Et je pense que vous avez tous un mot à la bouche parce que c'est un outil qui, grâce à cette crise, a vraiment été sacralisé. Ça va être Zoom. Zoom qui est un SaaS en visioconférence intéressant parce qu'il propose d'excellentes fonctionnalités gratuites. Je dois avoir une petite vidéo sur Zoom que je vais vous partager de suite. C'était pas du tout ça. Alors Zoom, on va parler des avantages et des inconvénients en fait à chaque fois sur les outils. Il y en a une multitude, donc on va être assez succinct là-dessus. Les avantages pour Zoom, c'est que c'est gratuit pour un maximum de 100 personnes pendant 40 minutes de webinaire. Ça a été super intéressant pendant les phases de home office. Ça continue d'ailleurs, il y en a beaucoup encore qui sont en home office. Et ça suffisait en fait pour beaucoup d'entreprises. 40 minutes de webinar avec 100 participants, c'était bien assez. Les régimes abordables commencent à 15 euros, 15 dollars par mois, ce qui est assez raisonnable. Et il y a un contrôle d'hébergement complet, y compris la mise en sourdine, des sondages, voilà, une certaine interactivité. C'est assez intéressant. Les inconvénients, c'est que c'est un outil, il y a des collaborations assez limitées et les fonctions supplémentaires peuvent rendre les plans plus coûteux que les autres options au final. Ensuite, il existe un autre outil qui est assez connu, qui va s'appeler Livestorm. Livestorm, qui est une plateforme de webinaire utilisable sur un navigateur conçu pour la formation des clients, les cours en ligne, les réunions de groupe, les fonctionnalités incluent les pages de capture, la diffusion de vidéos, les analyses avancées, la segmentation d'audience, l'intégration avec le programme CRM. C'est super intéressant ça. Hop. Les avantages, c'est que ça reste facile à utiliser et il n'y a aucun téléchargement requis, un peu comme le système de vote. Vous cliquez sur un lien et vous êtes sur le navigateur. C'est assez simple d'utilisation. Toutes les données sont cryptées et ça peut être assez intéressant, surtout dans les temps qui courent et avec la gestion des données qui est assez sécurisée. Les inconvénients, c'est les forfaits moins chers qui sont limités à 8 participants. Ça ne prend pas en charge plus de 1000 participants. Ce qui peut être un problème au final si vous voulez faire un très gros webinaire. Les fonctionnalités de workflow, de messagerie sont assez limitées. On va enchaîner. Il y a aussi GoToWebinar, qui est une plateforme de webinaire les plus connues. Il y a plus de 50 000 personnes qui l'utilisent, des présentateurs. Il vous permet de planifier, de lancer, de promouvoir des webinaires à l'aide de présentations audio et visuelles. Cette plateforme est idéale pour le marketing, la formation et la communication interne. Les avantages, c'est qu'il y a un essai gratuit de 30 jours si vous voulez aller tester ça. Il automatise les rappels et l'ouverture des sessions pour les courriels et il permet plusieurs hôtes. Les inconvénients, c'est être le plan de base qui est très limité dans ses caractéristiques. Le panneau de commande du présentateur est assez daté et va être un peu flou pour les personnes qui ne savent pas utiliser. Et on doit télécharger l'application pour les accès mobiles. Donc voilà, après, c'est pas forcément un grand problème en soi. Comme je vous disais, je ne vais pas tous les lister car ça pourrait être très long. Cependant, il est encore totalement possible de profiter d'outils très fiables qui font très bien l'affaire et qui ont l'intérêt d'être gratuits. Je pense à YouTube, à Facebook Live ou même Twitch. Cependant, cela restera très mince, un outil analytique et un rapport.
au final, Teams également est un bon outil pour ce genre de webinar. On en utilise bien pour aussi Google Meet. Il y a une multitude d'outils et rentrer dans les détails prendrait vraiment énormément de temps parce que ça dépend vraiment de vos ambitions. On va aborder maintenant les outils permettant de réaliser des événements virtuels. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Mais surtout, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Il y a par exemple le Laval virtuel qui a été 100% immersif, qui a utilisé la solution de la société Virbela que vous avez vu tout à l'heure. Dans le même type, il existe également la solution Exafer. Est-ce que la petite vidéo veut fonctionner? Alors attendez, hop, nickel. Alors ça s'adapte vraiment à un salon virtuel, mais aussi à d'autres types d'événements en ligne. Expositions, conférences, etc. Elle comprend des cabines riches en fonctionnalités avec lesquelles les participants peuvent interagir. Ils peuvent même consulter des formations sur place. Ça rappelle un peu l'expérience du jeu Second Life avec l'interaction basée sur l'avatar, un peu comme sur le Laval virtuel. Les connaisseurs remarqueront un design un peu plus limité, mais au final, qu'on le retrouve beaucoup en ce moment. Dans chaque stand d'exposants, les participants peuvent voir des informations de base sur les entreprises et ses produits ou services. Toutes les images ou brochures que l'exposant décide d'inclure y figurent aussi. Ça, c'est super intéressant. Malheureusement, la plateforme ne facilite pas les démos en direct. Il faudra miser sur des vidéos préenregistrées. En plus de cela, cette solution comprend un répertoire que les participants peuvent considérer comme outil de mise en réseau, donc de networking. Et cette fonctionnalité peut également être utilisée pour voir qui est actuellement en ligne, entamer des conversations, configurer des appels vidéo et échanger des cartes de visite. Il y a aussi une intégration au e-commerce permettant l'achat de produits pendant l'événement, comme lors d'un salon en direct. La solution VFR se rapproche aussi de ce que propose Exafer. On va aussi aborder, mais très rapidement, les solutions 360, VR et AR, donc réalité augmentée. Parce que là, il faudra plus se rapprocher de sociétés spécialisées dans la captation, dans la réalisation de ce type de contenu. Il existe énormément sur le marché. C'est quelque chose d'assez commun au final et de plus en plus utilisé, que ce soit de la captation 360, de la création virtuelle. Enfin voilà, il y a beaucoup d'outils et là encore une fois, ça serait assez compliqué de faire la liste des outils existants. Par contre, si vous êtes intéressé, que vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me contacter par la suite si vraiment vous avez une idée précise. Là, on pourra voir au cas par cas le cas de chacun. Et enfin, on va aborder les outils utiles pour les événements hybrides. Même si, comme vous l'avez vu pour le IFIS ou le BIG que nous avons vu juste avant, c'est souvent des réalisations de plateformes sur mesure adapté à l'événement. C'est vraiment créé de toutes pièces pour, au final, un événement qui n'a jamais eu lieu et qui n'a pas forcément de base de créer. Ça n'empêche pas de les compléter avec des solutions vues auparavant. Un outil intéressant est celui proposé par Swapcard, qui est à la base une mise en avant de votre carte de visite en numérique et qui a un peu exploité le monde de l'événement hybride. Il y a notamment Vivatech, Airbus ou Reed Exposition qui utilisent ces solutions. Il permet de gérer intégralement votre événement hybride avec la possibilité de créer le programme du salon, de diffuser des conférences en direct, de gérer des rooms pour les networking, et de mettre en avant des stands virtuels, de mettre en place des marketplaces de produits. On va un peu retrouver les fonctionnalités d'Exafer, je vous montrais avant du monde virtuel, mais là c'est adapté aux deux mondes au final. Aux US, il y a une plateforme qui s'appelle GTR, qui fonctionne comme un site web. Elle comporte des onglets assez clairs pour les différents aspects de l'événement. Pareil, le calendrier, les exposants, les sponsors, c'est un peu le gestionnaire de votre événement. Il y a des pages de destination personnalisées qui peuvent être créées pour des sponsors, les exposants, qui incluent une description de l'entreprise et d'autres informations pertinentes.
spécialiste vraiment en événements virtuels. GTR, il propose de nombreuses fonctionnalités. Il s'agit de rencontres individuelles en temps réel entre les participants ou entre les exposants. Cela donne lieu à une mise en réseau de ces acteurs ainsi qu'à une opportunité de démonstration de produits en direct. Au final, ils se ressemblent assez, enfin tous se ressemblent sur plusieurs points. Donc c'est ça en fait la complexité, c'est de voir quel point vous le mettre le plus en avant, quel outil aura ce petit plus qui vous intéresse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir au cas par cas. Comme dit précédemment, il existe une multitude d'outils et il y a quelque chose de super important avec tous ces outils, c'est que souvent, ce sont des outils que l'on maîtrise pas forcément. Bien sûr, oui. Excuse-moi, j'ai l'habitude de regarder le chat. C'est des outils assez particuliers dont on n'a pas l'habitude de gérer. Et comme un événement physique, au final, il est super important de bien préparer son événement, son e-salon. Je vois que le temps file et je vais faire ça en très rapide. Mais il est très important de former ses équipes, sur ces outils-là parce que ce sera eux les représentants de votre salon. Et si eux-mêmes n'arrivent même pas à se connecter ou ne connaissent même pas les fonctionnalités de l'outil que vous utilisez, ça va être très compliqué. Avec l'home office, il y a quelque chose aussi que vous avez dû mettre en place. Ce sont les outils de communication tels Discord, Slack, WhatsApp. Ces outils qui sont très 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 utiles que nous maintenant on a au quotidien. Discord est quelque chose de, 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 de pertinent parce qu'on peut créer des channels avec des autorisations selon les rôles de certaines personnes. On peut diffuser son écran, on peut parler, on peut faire des chats vocaux, textuels. Voilà, c'est quelque chose de super important. Et en formant vos équipes là-dessus, en débutant l'organisation de votre événement là-dessus, ça va devenir une certaine habitude. Et je vois qu'on m'a bien formé facilement vos équipes avec efficacité. Ça va être de la formation en interne. C'est vraiment prendre le temps, selon l'outil, encore une fois, selon l'outil, prendre le temps de former son équipe et de réaliser des tests à blanc, surtout. Super important, un peu comme une production audiovisuelle, de faire sa production à blanc et de voir les problèmes qu'on n'avait pas anticipés, parce qu'on fait partie du monde de l'événementiel et que s'il n'y a pas de problème, c'est assez bizarre, mais quand on les anticipe, ça ne se voit pas. Donc voilà, et pareil, former les intervenants qui vont venir, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ces outils, ils vont peut-être être un peu déstabilisés par le fait que ce soit en virtuel ou en online. Voilà, c'est quelque chose d'assez important. Je voulais m'étaler un peu plus sur le sujet, mais j'ai un peu débordé. Mais c'est quelque chose de très, très, très important. J'ai fini cette partie, donc maintenant on va voir les résultats du second sondage. Je vais aller voir ça tout de suite. Tac. Alors, si vous cliquez dessus sur le lien que j'ai envoyé tout à l'heure, vous mettez résultats et vous voyez ça. Ah ben voilà, top, préparer ses rendez-vous ici. Bon, ben c'est quelque chose que je pense assez normal. En gros, quel format préférez-vous? Vous êtes 58% à préférer les salons hybrides, 27% les webinaires, 15% la 3D et 0% la réalité virtuelle. Ça n'intéresse personne. Je peux comprendre, c'est quelque chose d'assez particulier parce que ça demande un certain matériel ou alors on n'est pas forcément habitué à ça. Je parle de la VR, mais le salon hybride rapporte ça, la première place, ce qui me paraît assez logique. J'avais préparé notre sondage pour aller plus vite. Je vais vous demander de répondre dans le chat. On va voir un peu vos réponses pour voir si vous êtes encore un peu présent. Clairement, est-ce que vous êtes pour ou contre les e-salons, pour plein de raisons différentes. Je ne veux pas forcément les raisons, mais est-ce que vous êtes
Ah bah, je vois des pour déjà. Est-ce que vous êtes adepte de ce genre de format, de cette petite révolution, ou alors soit non, c'est du physique, du physique, du physique, et on peut pas remplacer les salons par des e-salons. N'hésitez pas à répondre dans le chat, je vois beaucoup de pour. C'est super intéressant. On va voir les plus, les moins des e-salons. Donc on va faire une petite transition. Hop. On va passer sur le troisième partie avec les avantages et les inconvénients, les responsabilités et le futur de ce genre de salon. Alors, on va voir les plus, les moins. Je vais directement tout afficher. Je voulais faire ça petit à petit. Mais hop, je vais m'enlever de la caméra et je vais mettre les plus dans un premier temps et les moins. Hop. Des avantages dans un premier temps. Alors les avantages, on les a déjà à peu près tous abordés. Dans un premier temps, les collaborateurs et les spectateurs de votre événement peuvent y assister depuis n'importe où dans le monde sans avoir à prendre l'avion ou le train. C'est une preuve de votre expertise digitale. Organiser ce genre d'événement de A à Z prouve un peu votre force et votre connaissance du monde du digital. Un plus aussi le côté un peu replay et diffusion. Souvent les webconférences sont souvent en ligne et on peut les regarder à nouveau. Il y a quelqu'un qui partage son écran. Il y a aussi une certaine interaction et un engagement qui est possible par différentes solutions, les sondages, les quiz, les chats qui permettent à chacun de poser sa question rapidement sans créer d'interruption. Ça permet d'avoir des intervenants de haut niveau plus facilement. Au final, une personne qui peut pas se déplacer, je sais pas, à Hong Kong, aux États-Unis ou autre, pourra venir en visio. Encore faut-il faire attention à l'horaire. Il n'y a aucune limite d'audience. Là, on parle de limite de visiteurs à peu près tous les jours. On est d'un flou absolu. Là, il n'y a aucune limite. L'événement est échelonnable à volonté. Et souvent, du coup, à un coût marginal, parce que si vous avez 300 000 personnes qui viennent à votre événement, ça sera souvent quand même moins coûteux qu'un événement physique. Pas besoin de réserver de lieu, etc., etc. Et c'est un format aussi, c'est quelque chose d'assez marrant parce que c'est un format qui libère la parole. Les intervenants sont beaucoup moins timides face à leur caméra que sur scène, face au jugement, les regards de toutes les personnes. Et même au final, sur un niveau networking, le fait d'être derrière son écran va permettre peut-être d'aller parler à une personne alors qu'on n'aurait pas osé en temps normal. On va voir maintenant les inconvénients. Je n'ai pas listé des masses parce que le format hybride essaie de rassembler les deux. Mais sur du format virtuel, on aura quand même. Excusez-moi, Oui. je vous arrête 2 secondes. Il faudrait que Katia Spagnol arrête le partage de son écran, s'il vous plaît, pour que vous puissiez repartager le vôtre. Merci. Au top. Alors, au niveau des aspects négatifs, on a un manque de contact humain. Clairement, c'est la première chose qui sautera aux yeux. Il n'y aura pas de networking avec des mains serrées. Ils sont suivis souvent de quelques secondes pour se faire une première impression de quelqu'un. Là, ce sera un peu plus compliqué, il faudra quand même parler, et c'est pas plus mal au final. Ce feeling fait partie de ce que les gens recherchent à un moment de networking physique, et le virtuel ne peut pas forcément totalement le remplacer. L'attention est aussi beaucoup plus fragile. Il faut savoir aux US que aux Américains, 80% des professionnels font plusieurs choses sur leur écran. On appelle ça le multitasking. C'est peut-être d'ailleurs le cas en ce moment même. Il n'y a pas forcément tout le monde qui est encore devant son écran ou qui peut-être check ses mails, qui je sais pas, est même plus là, mais a laissé le live en fond. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas forcément maîtriser, à part si tout le monde a une webcam, mais quand on dépasse les dizaines de personnes, ça va être assez compliqué. Mon écran est partagé. À mon avis, faut cliquer sur
sur mes LED parce que moi j'ai toujours l'écran de partager. Dites-moi si ce n'est pas le cas, je relance, mais normalement j'ai toujours mon écran de partager. Ok, top. Le format webinaire, c'est un très bon format, comme on le disait auparavant, mais ça peut quand même devenir assez usuel et même parfois lassant. Ça peut être des formats assez chronophages. Même là, je m'aperçois que c'est un peu long et je vais aller plus vite pour finir. Il est difficile d'engager les participants. Si le sujet intéresse, les personnes vont rester, mais si au final on participe à un webinaire et que le sujet on n'avait pas forcément bien compris, que c'est pas quelque chose qui nous intéressait, le webinaire, soit on va le laisser en fond, soit on va plus le regarder tout simplement. Il y a aussi le problème du connexion fluide et stable. Il peut y avoir des sauts de connexion. Là, ça peut juste rendre par exemple l'image un peu floue ou alors laguer un peu. Dans certains autres cas, ça peut vraiment avoir des gros problèmes, surtout sur du virtuel. Ça peut faire tomber les serveurs, etc. Et il y a aussi le besoin de gérer les flux, la lumière, la transmission. Et il faudra la plupart du temps faire appel à un prestataire technique spécialisé là-dedans parce que ces solutions-là ne sont pas forcément simples à comprendre et surtout à mettre en place. J'aimerais revenir un peu sur l'aspect éco-responsable. Attention, événement visuel ne rime pas forcément avec une empreinte carbone égale à 0, parce que partager, stocker du contenu en ligne pollue, il faut le savoir. Mais cela reste assez dérisoire quand même face à un événement physique. Je voulais mettre ce point en avant car dans un monde où l'on parle constamment d'empreinte carbone, de pollution, d'éco-responsabilité, nous connaissons l'apogée d'événements moins lourds en termes de production de décors, de transport, de consommation électrique, et cela est un bon point. Je sais que le secteur d'événementiel est impacté de plein fouet par cette crise, nous les premiers. Cependant, il est toujours intéressant de sortir un point positif dans ce monde un peu morose, et ça, c'est quand même un point assez cool. Je finirai cette présentation par une question au final. Après le Covid, qu'est-ce qui se passe après voilà, on est quelques années plus tard, ou peut-être mois ou jours, je n'en sais rien, mais au final la vie reprend une activité normale. Qu'est-ce qui se passe? Je pense sincèrement que l'événement physique reprendra ses droits et sa place, car l'humain est ainsi fait, il a besoin de contact et de sincérité. Par contre, cela ne sera pas l'abandon du e-salon, d'autant plus que le format hybride pourrait être plus pertinent que le physique dans un bon nombre des cas. C'est quelque chose qu'on découvre de plus en plus en tant qu'organisateur d'événements de e-salon, d'événements physiques aussi. On s'aperçoit que ce genre de format peut être super intéressant. On a vu les avantages juste avant. Les coûts peuvent être moindres, on peut toucher plus de personnes. Et dans certains cas, ça peut être en fait mieux qu'un événement physique où on prend plus de risques au final avec des coûts assez colossaux et que ça peut grimper très très vite. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir pas mal de choses sur le monde le monde des e-salons. J'aurais pu en parler pendant des heures et c'est un peu duré, mais je voulais pas rentrer non plus dans tous les détails parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si Camille pourra vous passer notre mail ou autre, mais voilà, c'est comme écoute une participant à un salon, au final, ça correspond à la même question que qu'on m'écoute un salon physique. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ça peut passer d'un webinar qui vous coûte au final du temps, si vous le faites sur une plateforme comme Twitch ou voilà, Google Meet ou autre. C'est du temps de création de contenu. Par contre, un événement comme le Laval virtual, etc., ça va pouvoir commencer à coûter des milliers d'euros et ça dépend vraiment du salon. Clairement, ça ne coûtera pas des millions comme un événement physique, clairement, c'est sûr. Bon, à part si vous commencez à sortir un événement SpaceX assez colossal, jamais vu. Mais non, c'est quelque chose qui correspond vraiment au cas propre. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est
on peut pas forcément répondre à la question comme ça. Juste Julien, je voulais juste préciser une chose, c'est que effectivement, développer soi-même un e-salon, c'est des choses qui peuvent être envisageables, mais la plupart des personnes qui sont connectées, quand bien même demain elles pourraient, pourquoi pas, monter leur propre e-salon, si tant est que ce soit financièrement accessible. Pour répondre en partie à la question, c'est en termes de participation aussi à un salon. Pour le moment, nous, tous ceux qui nous sont proposés, c'est une succession d'options. C'est-à-dire que ça va juste de l'accès à des B2B en passant par la mise en place d'un stand virtuel, et c'est un peu comme sur un salon physique, plus vous allez rajouter d'options sur votre stand virtuel, plus ça va vous coûter cher. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis dernièrement sur Natexpo, qui était sur la Bienne Conso, agro et cosméto, il y avait cette option e-salon, et bien évidemment, selon que vous décidiez de mettre des affiches sur votre stand, des démos, etc. C'était pas le même tarif. Exactement. On peut passer à la phase de questions-réponses. Je ne sais pas si des personnes ont des questions sur ce qui a été abordé. J'espère avoir été assez clair dans ce webinaire. Moi, ce que je voulais juste préciser, je l'ai marqué dans le chat, mais je le dis par oral, on va reprendre les principales informations qui ont été livrées aujourd'hui par écrit pour vous communiquer un petit guide mémo. Je pense que ce sera beaucoup plus instructif pour chacun d'entre eux. Il y avait beaucoup d'informations et Ouais. merci Julien. Et je pense, pour un certain nombre d'entreprises que nous avons l'habitude de suivre au niveau d'ADOC, avoir ce petit guide de mémo sera quelque chose de particulièrement intéressant. Donc, on vous adressera, en plus du lien pour revisionner la vidéo si vous le souhaitez, une synthèse écrite de l'ensemble des informations et des comparatifs et des avantages et des inconvénients qui ont été précisés. Et puis, éventuellement aussi, notez bien que dans la suite des ateliers qu'on vous propose, ça va être aussi des évolutions et des adaptations pour vos outils marketing ou vos contenus ou votre univers marketing, parce qu'il y avait une question très judicieuse de quand on est dans le bien de conso, on a besoin de faire tester le produit. Oui, à part que quand on ne peut pas se déplacer, comment on fait? Donc là, les outils marketing et les stratégies prennent tout leur sens. Donc, voilà. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Hop. Faisant de la prospection par mail, on propose des webinars, mais cela est difficile à obtenir des prospects. Quel serait votre conseil? C'est vrai que pareil, au final, un des points faibles du webinar, c'est que si on n'a pas une cible qui est déjà intéressée, qu'on ne connaît pas notre cible par nos webinaires, ça peut être assez compliqué. À ce niveau-là, je pense qu'il faut se rapprocher de structures comme ADOC, comme des agences de développement économique qui, tout dépend le domaine en fait dont vous faites partie. Mais voilà, se rapprocher de ces genres de personnes qui ont au final leur réseau, qui peuvent partager leur réseau et qui peut faire effet boule de neige et apporter pas mal de monde pour votre webinar, sachant que voilà, c'est vraiment une notion de réseau, et je peux comprendre que la prospection par mail ne va pas forcément fonctionner si les gens le perçoivent comme un spam, comme une publicité. Faut vraiment mettre en avant le fait que c'est un transfert de savoir, de compétences. Je me répète là-dessus, mais je peux comprendre que c'est compliqué à voir quel domaine vous avez pour trouver des solutions adaptées à votre demande. Dans le vin, d'accord. Alors je connais pas forcément le monde du vin, mais il doit y avoir sûrement des grosses coopératives ou des agences qui regroupent
ce monde-là, c'est pour quelle Alors, cible au final? juste sur le vin, ce que je vous propose, c'est peut-être, il y a Laurent, qui est mon collègue du service vin ad hoc, qui est connecté. Il y a beaucoup de formes hybrides qui sont en train d'être inventées ou réinventées, et de nouveaux formats. Je ne suis pas sûre qu'on puisse tout développer là aujourd'hui. Mais voilà, je vous invite peut-être sur ce sujet-là à voir les formats qui sont en train d'être potentiellement revisités ou revisitables. Tout n'est pas revisitable malheureusement. Bon, Laurent vient juste de quitter, mais je pense que vous le connaissez et en tout cas, on lui dira de vous rappeler sur le sujet. Top. En tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup, c'était très clair. C'est cool, ça fait plaisir à entendre. Merci, donne envie d'aller visiter les sites et les salons listés. C'est cool. Si j'ai réussi à vous transmettre un peu les us et coutumes et partager ce monde-là en fait qui est un peu plus virtuel et potentiellement un peu plus caché, un peu comme nous le monde de l'e-sport qui est pas connu de tous et pourtant c'est un monde énorme qui va exploser au grand jour, qui a déjà commencé à exploser au grand jour, mais tant mieux. Je sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci encore une fois à Doc pour cette Avec invitation. plaisir, merci à toi. Je pense on va quitter. Une présentation écrite, oui, donc c'est ce que je précisais. On va travailler sur un petit guide de mémo qui rassemble tout ça. On manquera pas de vous adresser par secteur au niveau d'Adoc ce qu'on travaille aujourd'hui, seul ou avec la Team France Export Occitanie, voilà, pour essayer de vous donner quand même des outils pour accéder à vos contacts, à vos marchés, à vos prospects. On se réinvente, voilà, et on se réinvente avec vous. Donc, un grand merci à tous, une bonne fin de journée et on vous adresse le lien vidéo ainsi que le guide mémo, voilà, dans les prochains jours. Merci à